Je me souviens encore du jour où il m'a tendu cette carte de crédit, un rectangle de plastique noir sans limite. Son sourire était confiant, presque paternel. « Occupe-toi bien des enfants, chérie, je m'occupe de tout le reste », avait-il dit. Il pensait m'offrir un monde, alors qu'il me confinait dans une cage dorée. Je n'ai rien répondu ce jour-là. Mon silence n'a jamais été une faiblesse. C'était une longue, très longue observation. Je voyais déjà dans les yeux de nos enfants un reflet qui n'était pas le sien, une étincelle de vérité qu'il était incapable de percevoir, aveuglé par sa propre puissance. Il ne l'a jamais vue. Il a fallu que tout s'effondre pour que la lumière se fasse enfin point et elle construisait un empire. Je protégeais une vérité. Je m'appelle Aurélie Dubois, et mon existence, pendant longtemps, s'est écrite sur les pentes douces d'Annecy, sous le regard bienveillant des montagnes. J'étais chirurgienne cardiaque, ma vie était un balai entre le bloc opératoire et les rires de mes trois petits, Léo, Noé et Chloé. Des triplés, oui. Des miracles, je crois, après tant d'années où l'on m'avait fait croire que jamais la vie ne s'épanouirait en moi. Mais cela, c'est une autre histoire, une histoire que je croyais avoir enterrée sous la sérénité de la Haute-Savoie. Ce matin-là, le téléphone a sonné. Un appel de l'hôpital Cochin, à Paris. La voix pressante, presque paniquée, d'une chef de service demandant la meilleure, la plus rapide. Un cas critique, une urgence cardiaque qui ne pouvait attendre. Mon nom circulait encore dans les couloirs parisiens, paraît-il. J'avais hésité, j'avais tant hésité. Paris était une cicatrice, un chapitre que je ne voulais plus ouvrir. Mais l'éthique du médecin, l'appel du devoir, cette flamme en moi qui n'a jamais faibli, a pris le dessus. Il fallait y aller. Le voyage fut un brouillard. Mon esprit, d'habitude si ordonné, était une tempête silencieuse. En sortant du taxi devant Cochin, l'air parisien m'a giflé, froid et étrangement familier. Je me suis précipité à travers les couloirs, le bip des moniteurs, les voix tendues. Tout m'est revenu en pleine face. Mon monde d'avant. On m'a conduite directement à l'unité de soins intensifs, là où le chaos régnait autour d'un homme étendu sur le lit, pâle, le visage blafard, presque déformé par la souffrance. Des tubes couraient partout, des alarmes résonnaient. J'ai avancé, mon pas de chirurgienne, calme et mesuré, malgré le tumulte intérieur. Et là, mon souffle s'est coupé. Le visage. Les traits. Inoubliables. C'était Antoine. Antoine Lemaire. Mon ex-mari. L'homme qui, il y a des années, m'avait publiquement humilié, m'avait répudié, et avait osé me jeter pour ma stérilité. Lui, étendu là, vulnérable, à la merci de mes mains. C'était une farce cruelle du destin. Le PDG milliardaire qui divorce pour stérilité, et c'est moi, sa femme rejetée, chirurgienne cardiaque, qui revient. Avec des triplés. L'ironie était si amère qu'elle me brûlait la gorge. Il était là, son empire tremblait, sa vie ne tenait qu'à un fil. Et ce fil, c'était moi, Aurélie Dubois, celle qui l'avait brisé. Mes doigts se sont serrés sur mes gants. Il fallait opérer. Il fallait le sauver. C'était ma mission, au-delà de tout point ce souvenir m'est revenu, précis et déchirant, tandis que j'observais les préparatifs autour d'Antoine. C'était un bal, un gala de bienfaisance pour le maire biotechnologie, dans la splendeur surannée du Grand Palais. Les lustres scintillaient comme des étoiles tombées du ciel, leur lumière dorée glissant sur le marbre poli. Tout Paris était là, l'élite, les femmes en robes fluides, les hommes en costumes impeccables, les verres de champagne reflétant chaque flash des appareils photo. Je me tenais à côté d'Antoine, mon mari d'alors. Il était le centre de l'attention, comme toujours, un sourire parfait, glacé, qu'il destinait à la foule. Moi, j'étais là, silencieuse, mon rôle étant d'être l'accessoire parfait. Antoine aimait la perfection, l'obéissance. Il aimait que je m'efface pour qu'il brille davantage. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Les murmures, les regards qui fuyaient le mien, ou au contraire, s'y attardaient avec une pitié mal dissimulée.
J'avais senti le froid me gagner, mais j'avais continué à sourire, à être poli, à être digne. C'était ma façon de résister. Puis, Blandine Roussel est apparue. Élégante, le sourire trop large, trop sucré, comme un enrobage sur une lame. Aurélie, vous avez l'air reposée. Ça doit être agréable d'avoir tant de temps libre. Ces mots, l'acidité sous le miel, avaient piqué. J'étais encore chirurgienne à plein temps. Elle avait ajouté, l'air innocent, Antoine nous a dit à quel point cela a été difficile pour vous, surtout avec vos problèmes de fertilité. Le silence était tombé, lourd, palpable. Les gens écoutaient. Toujours. Surtout quand il s'agissait des Lemaire. Avant que je ne puisse répondre, le micro avait crépité. Antoine s'était placé au centre de la salle, baigné de lumière. Son expression était sereine, presque noble. Mesdames et messieurs, avait-il commencé. Mon cœur avait fait un bond d'espoir, une folle étincelle. Il allait peut-être me défendre, me soutenir. Mais non. Il s'était tourné vers Blandine. Blandine Roussel, a-t-il poursuivi, a été le pilier de notre succès cette année. Sa dévotion, sa vision, elle s'est tenue à mes côtés à travers des défis que la plupart des gens ne pourraient imaginer. Ce n'était pas une reconnaissance. C'était un remplacement. Puis, le coup fatal. Certains partenariats s'estompent, avait-il dit, si doucement, si délibérément. Certains chemins divergent, mais la croissance exige des choix difficiles. Je crois en la construction d'un héritage pour l'avenir, un héritage qui ne peut être compromis par des limitations. Des limitations. C'était moi. Mon incapacité à concevoir. Mon inutilité à ses yeux. L'air m'avait manqué. La salle tourbillonnait. Les yeux de tout Paris me dévoraient. Antoine avait levé son verre vers Blandine. Au nouveau départ. Je m'étais détourné. Chaque pas, un jugement. Le vent d'hiver, glacial, m'avait fouetté le visage en sortant du Grand Palais. Mais il ne faisait pas aussi mal que les mots brûlant encore en moi. Je savais que mon mariage était fini. Mais je ne savais pas que l'humiliation n'était que le premier coup. Je ne me souviens pas du trajet en taxi. Ni d'avoir gravi les marches de notre appartement de prestige, dans le 16e arrondissement de Paris. Juste le silence. Un silence qui m'étranglait. Je me suis retrouvé au milieu du salon, encore dans ma robe de soirée bleu marine, fixant aveuglément la ligne d'horizon qui scintillait au-delà des baies vitrées. Paris brillait, comme si rien ne s'était passé, comme si mon monde ne s'était pas déchiré devant des centaines d'inconnus. Mes doigts tremblaient en tentant d'ouvrir ma robe. J'ai tiré une fois, 2 fois, puis j'ai abandonné. Cette robe était une cage. Je me suis effondré sur le sol, mes genoux cédant, mon front pressé contre le parquet froid. Ma respiration était saccadée, irrégulière. Pour la première fois depuis mes années d'études de médecine, je ne pouvais pas structurer mon monde en étapes, en tâches, en logique. Je ne pouvais pas réparer cela. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de collègues, d'amis, de journalistes cherchant une réaction. Les gros titres circulaient déjà en ligne. Le PDG milliardaire fait une annonce émouvante sur son nouvel avenir. Des sources révèlent les difficultés de fertilité derrière le mariage Lemaire. La douleur privée du docteur Aurélie Dubois. La douleur privée. Il rendait cela poétique, digeste. Il ne connaissait pas la vérité. Il ne savait pas qu'Antoine avait menti pour se protéger. Il ne savait pas qu'il avait laissé le monde croire que j'étais la défectueuse. J'ai rampé vers la chambre, agrippant les fibres du tapis comme si elles pouvaient manquer à ma raison. Au chevet, j'ai ouvert le tiroir d'une main tremblante. À l'intérieur, le dossier médical que je gardais caché. Celui qui prouvait l'infertilité d'Antoine. Celui que j'avais été trop loyale, trop pleine d'espoir, trop amoureuse pour l'utiliser contre lui. J'ai pressé les papiers contre ma poitrine et, enfin, j'ai éclaté en sanglots. Les heures se sont estompées. Paris s'est assombri. Mes yeux brûlaient,
ma gorge était rauque, mon corps lourd de chagrin et de trahison. Je suis resté recroquevillé au bord du lit, toujours dans ma robe froissée, les cheveux défaits, le mascara traçant la vérité sur mes joues. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir avant qu'une voix douce ne fende l'obscurité. Aurélie. C'était le professeur Marc Delarue. Il s'est approché lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. J'ai vu les nouvelles, a-t-il dit doucement. J'ai pensé que vous ne devriez pas être seul ce soir. J'ai caché mon visage. Il m'a humilié, ai-je murmuré. Il a dit au monde que j'étais défectueuse. Marc s'est agenouillé à côté de moi. Vous êtes l'une des chirurgiennes les plus fortes que j'ai jamais formées, et vous n'êtes pas brisée. Vous avez le cœur brisé, et c'est très différent. Sa gentillesse m'a achevé. Je me suis blotti contre son épaule. Non pas pour l'amour, non pas pour le réconfort, mais pour quelque chose de plus simple. Une présence humaine stable. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué. Vous n'avez pas à décider ce soir, a murmuré Marc. Respirez. Mais même respirer me semblait une bataille. Quand Marc est finalement parti, insistant pour que je l'appelle au moindre besoin, je me suis traîné jusqu'à la salle de bain. J'ai allumé la douche, la vapeur a rempli la pièce. L'eau s'est déversée sur ma peau, se mêlant à mes larmes. J'ai tout laissé s'écouler. La peur, l'humiliation, la honte que je ne méritais pas. Quand l'eau est devenue froide, je suis sorti et j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pâle, les yeux cernés, vaincu. Une femme qui avait tout donné et avait été payée en cruauté. J'ai pris une serviette, mais je me suis figé en entendant un léger bruit venant du salon. Un bruit sourd, puis un autre. Mon pouls s'est accéléré. Je n'attendais personne. J'avais quitté Paris peu après, mon cœur lourd de cicatrices, mais l'esprit étrangement allégé d'un fardeau. J'avais besoin de nature, de silence, de l'oubli que seule la beauté des montagnes peut offrir. Annecy m'avait accueilli. Les matins y sentaient le café et la lotion pour bébé, un contraste si frappant avec le marbre froid et les menaces silencieuses de mon ancienne vie. Ici, la paix n'était pas un luxe, elle était de l'oxygène. Ma vie avait alors pris un tournant inattendu, un miracle que je n'avais jamais osé espérer. Malgré toutes les humiliations et les diagnostics d'Antoine, j'étais tombée enceinte. Pas d'un, mais de 3 enfants. Léo, Noé, Chloé. Des triplés. Des petits êtres que je n'avais pas planifiés, pas anticipés, mais que j'aimais avec une profondeur qui me terrifiait. Ils étaient la raison pour laquelle j'avais supporté le silence après qu'Antoine m'ait publiquement qualifié de stérile. La raison pour laquelle je ne m'étais pas effondré quand sa puissante famille avait répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais incapable, instable, inapte à exercer la médecine. Ils étaient la raison pour laquelle j'avais rebâti ma vie sur les cendres. Je protégeais leur monde, le gardais calme, sûr, caché. Seules quelques personnes connaissaient la vérité. La nounou qui les adorait, maître Sophie Moreau, mon avocate, et le professeur Marc Delarue, mon mentor, qui m'avait un jour dit, « Certaines tempêtes sont destinées à révéler votre force, pas votre faiblesse. » Sans eux, j'aurais pu me noyer dans la peur. La peur que la famille Lemaire, avec tout son argent et son influence, n'essaie de me prendre mes enfants dès qu'elle apprendrait la vérité. Mes matins étaient une danse de précision. Je préparais le petit déjeuner d'une main tout en révisant mes notes chirurgicales de l'autre, mon ordinateur portable équilibré à côté des bols de céréales. Léo aimait tirer sur mes blouses. Noé préférait grimper sur tout ce qu'il ne devrait pas. Chloé, calme et perceptive, observait sa mère avec des yeux trop sages pour un enfant en bas âge. « Maman a une opération aujourd'hui », murmurai-je en embrassant chaque front. « Soyez sage avec mademoiselle Clara. » Il y avait des nuits où je pleurais en silence sous la douche, submergé par l'épuisement et la responsabilité. Mais je ne me brisais jamais. Plus maintenant. J'avais appris que la douleur pouvait être transformée, non pas effacée, mais refondue en un but. Je gardais une petite boîte verrouillée dans le tiroir de ma table de chevet. À l'intérieur, les vestiges d'une vie que je ne revendiquais plus. Mon alliance,
la dernière lettre que j'avais écrite à Antoine mais jamais envoyée, et l'échographie originale montrant 3 battements de cœur. Antoine n'avait jamais su. Antoine n'avait jamais assez aimé pour demander. Certaines blessures pouvaient être recousues, d'autres devaient être portées. L'après-midi où l'hôpital Cochin m'a appelé, me demandant si je pouvais remplacer temporairement une collègue, j'avais accepté. Je m'ennuyais du rythme, du défi, de la précision du monde chirurgical parisien. Mais je n'avais jamais imaginé que le destin utiliserait ce moment comme le début d'un déchaînement. Car derrière la quiétude d'Annecy, derrière le rythme calme que j'avais si durement bâti, le destin avançait déjà vers moi comme une tempête à l'horizon. Et cette tempête portait un nom que je pensais ne plus jamais entendre. Paris a cette façon d'engloutir les gens. Ses gratte-ciel brillent comme de l'acier aiguisé, ses avenues pulsent d'une ambition qui ne dort jamais. Pour la plupart, la ville est un rêve. Pour moi, elle avait été un champ de bataille, une que j'avais perdue avant d'apprendre à me battre. L'hôpital Cochin s'élevait au-dessus du 13e arrondissement, un monument à la brillance et à la pression. À l'intérieur, les couloirs étaient un flou constant de blouses, de moniteurs, de pas rapides et d'instructions concises. Chaque surface brillait sous des lumières blanches impitoyables. Chaque décision avait son poids. Chaque vie était suspendue à des minutes, parfois des secondes. C'était mon ancien monde, celui que j'avais laissé derrière moi quand ma vie s'était effondrée. Et en y retournant, j'ai senti une tension familière me parcourir l'échine. Non pas la peur, mais une mémoire musculaire. Le bureau du directeur de l'hôpital donnait sur la ligne d'horizon de Paris, avec de hautes fenêtres en verre qui faisaient paraître les gens plus petits que la ville qu'ils servaient. Ici, les égos se heurtaient à l'éthique. Ici, les réputations se construisaient et se détruisaient d'un coup de plume. Antoine le maire y avait organisé des collectes de fonds, charmant les donateurs avec le même sourire qu'il avait utilisé pour me dire que j'étais une déception. Son influence persistait dans ces murs longtemps après que je sois parti. Mais je n'étais pas revenu pour lui. J'étais revenu parce qu'on avait besoin de moi. Le professeur Marc Delarue, le chef de service, m'a accueilli d'un signe de tête empreint d'un respect sincère. « Paris vous a manqué », a-t-il dit en me tendant un badge de chirurgie. Bien qu'elle ne vous ait pas mérité. J'ai esquissé un léger sourire. Espérons juste que l'air n'a pas trop changé. Non, a assuré Marc. Juste la politique. Elle a empiré. C'était la vérité. La médecine à Paris n'était jamais que de la médecine. C'était du prestige. C'était un territoire. C'était un échiquier contrôlé par des PDG avec de l'argent, des avocats avec du pouvoir, et des familles comme les Lemaire qui pouvaient faire ou défaire des carrières d'un simple coup de téléphone. J'en avais été la victime. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient d'une énergie familière. Des internes pressés, des infirmières se faisant des briefings, des anesthésistes poussant leur équipement. J'ai traversé tout cela lentement, absorbant le pouls de l'endroit. C'était accablant, mais c'était comme rentrer dans ma propre peau. Dehors, Paris rugissait. Les taxis klaxonnaient sur l'avenue des Champs-Élysées. L'éclat des panneaux d'affichage numérique se reflétait sur les tours de verre. Le vent froid serpentait à travers les passages piétons. Cette ville avait été témoin de mon humiliation. Elle avait aussi été témoin de mes plus grandes réussites. Et maintenant, que cela me plaise ou non, elle serait témoin de mon retour. Pendant ma pause, je me suis tenu près du balcon supérieur de l'hôpital, regardant le soleil plonger derrière la ligne d'horizon. Pendant un instant, la ville a semblé paisible. Mais je savais mieux. Paris n'est jamais paisible. Elle attend simplement. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate, maître Sophie Moreau. Aurélie, soyez prudente. Quelqu'un à Paris a divulgué que vous êtes de retour. Ma poigne s'est resserrée. J'ai jeté un coup d'œil à la foule, loin en contrebas. Des hommes d'affaires marchant d'un pas rapide, des taxis faisant la course, des touristes prenant des photos, inconscients que mon passé venait de se réveiller. Car à Paris, les secrets ne restaient pas enfouis, le pouvoir ne pardonnait pas, et les ennemis n'oubliaient pas.
Un frisson froid m'a parcouru l'échine. Je n'étais pas seulement de retour dans la ville. J'étais de retour sur le même champ de bataille où Antoine le maire avait autrefois détruit ma vie, et Paris avait déjà recommencé à murmurer mon nom. La peur pour mes enfants grandissait. La boîte en carton, posée là, au milieu de la table basse du salon, semblait émaner une aura presque maléfique. Aurélie la regardait fixement, une vague d'appréhension glaciale lui parcourant l'échine. Elle était de taille moyenne, d'un brin banal, sans aucune indication d'expéditeur ou de contenu. Un simple colis anonyme, laissé par le coursier sans un mot, comme un murmure du destin. Son cœur battait un peu plus fort, un signal d'alarme interne retentissant dans son esprit. Qui avait bien pu l'envoyer? Et surtout, pourquoi? Elle tourna autour de la table, les mains jointes, essayant de calmer la tempête grandissante en elle. Le mystère de cette boîte était oppressant, mais la curiosité, cette force irrésistible, finit par l'emporter sur sa prudence. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts effleurèrent le carton froid, et avec une lenteur calculée, elle souleva le rabat. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur la laissa sans voix, un choc initial qui lui coupa le souffle. Soigneusement disposés sur un lit de papier de soie, se trouvaient une clé USB et un dossier de documents. Pas un simple tas de papier, mais un dossier épais, à l'allure officielle, dont le poids suggérait déjà une importance capitale. Une décharge électrique la traversa. Son esprit, à la fois agacé par ce nouveau mystère et envahi par une curiosité insatiable, ne pouvait s'empêcher de se demander quelle vérité, quelle tromperie, ces objets dissimulaient. Elle prit la clé USB, son plastique froid sous ses doigts tremblants, et la brancha à son ordinateur portable. L'écran s'alluma, révélant plusieurs fichiers vidéo. Leurs titres étaient des suites de chiffres et de lettres, dénués de sens apparent. Une nouvelle hésitation l'assaillit. Fallait-il vraiment ouvrir cette boîte de Pandore? N'était-il pas plus simple de l'ignorer, de la jeter, de faire comme si rien n'avait jamais existé? Mais au fond d'elle, une voix lui soufflait que le temps de l'ignorance était révolu. La vérité, quelle qu'elle soit, devait être affrontée, les yeux ouverts. Elle prit une autre grande inspiration, ses doigts pianotèrent sur le pavé tactile. Le premier fichier vidéo se lança. L'image apparut, d'abord floue, pleine de parasites, puis progressivement plus nette, révélant un décor clinique, moderne, mais froid. Un homme en blouse blanche, le visage grave, était assis derrière un bureau. Face à lui, Antoine. Ses traits étaient marqués par l'anxiété, ses épaules légèrement voûtées, une nervosité palpable se dégageant de lui. Le voir ainsi, si loin de l'homme confiant et arrogant qu'elle connaissait, était déjà un choc. Puis, la conversation commença, et chaque mot prononcé par Antoine résonna dans le silence du salon, transperçant Aurélie jusqu'aux os. Il parlait. D'une voix basse, presque suppliante, emplie d'une détresse évidente. Il parlait de son infertilité. Il avouait au médecin, avec une honte mal dissimulée, son incapacité à concevoir un enfant. Ses mains se serraient et se desserraient, son regard fuyant celui du praticien. Le médecin écoutait, impassible, notant quelques éléments sur un bloc-notes. Antoine insistait ensuite, le visage tordu par l'anxiété, pour que toutes les traces de cet entretien, toutes les données médicales le concernant, soient effacées, détruites. Il ne voulait aucun enregistrement, aucune preuve. C'est vital pour mon image, pour ma carrière, murmurait-il, sa voix à peine audible. Si cela se sait, tout est fini. L'image tremblait légèrement, comme si elle avait été filmée clandestinement, cachée, ce qui ajoutait à la sensation d'intrusion et de gravité. Aurélie resta pétrifiée, les yeux rivés sur l'écran, le souffle court, comme si elle avait reçu un coup violent en pleine poitrine. L'infertilité. Antoine. Le père supposé de ses enfants. Son esprit luttait pour assimiler cette information monstrueuse, cette trahison d'une ampleur inimaginable. Toutes les années passées à douter d'elle-même, toutes les larmes versées, toutes les nuits d'insomnie à se sentir coupable de ne pas pouvoir donner plus à ses enfants, tout cela s'effondrait en un instant. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas sa faute. C'était Antoine.
Ce n'était qu'un mensonge depuis le début. Le sang se figea dans ses veines, puis une chaleur brûlante, celle de la fureur, commença à monter. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une autre vidéo. Elle cliqua sur le fichier suivant, son cœur battant à tout rompre, un tambour de rage et de douleur résonnant dans ses tempes. Cette fois, l'image montra Blandine Roussel. Assise à une table élégante, dans ce qui semblait être un bureau luxueux, probablement au siège de Lemaire Biotechnologie. Elle avait des papiers étalés devant elle, et parlait avec quelqu'un hors champ, son visage fin affichant une expression d'une froideur clinique. Elle décrivait un plan. Un plan méticuleux et cruel, élaboré pour ruiner la réputation d'Aurélie. Chaque mot prononcé par Blandine était un coup de poignard, une morsure venimeuse. Blandine expliquait comment diffuser de fausses informations dans la presse, comment orchestrer une campagne de dénigrement médiatique habile, comment la présenter comme une femme instable, une mère indigne, une manipulatrice avide d'argent, uniquement motivée par l'héritage et la fortune d'Antoine. Elle détaillait les angles d'attaque, les journalistes à contacter, les rumeurs à propager, même des détails intimes de sa vie qui pourraient être déformés. Les détails étaient glaçants de précision, révélant une machination diabolique. Le but était clair et impitoyable, détruire Aurélie, la discréditer aux yeux de tous, lui ôter toute crédibilité et toute possibilité de se défendre. Les mots de Blandine résonnaient dans le silence de la pièce, froid, impitoyable, empli d'une haine qu'Aurélie ne comprenait pas. Elle sentit une rage sourde monter en elle, une fureur qu'elle n'avait jamais connue, pure et incontrôlable. Antoine. Blandine. Leur complot, leurs mensonges, leur manigance. Tout ce qui s'était déroulé dans l'ombre, derrière son dos, se déversait maintenant sous ses yeux, avec une clarté insoutenable. La colère lui donnait des frissons, mais aussi une clarté nouvelle, une force intérieure qu'elle ne se connaissait pas. Plus de doute, plus de culpabilité, plus de fausse faiblesse. Tout n'était qu'un tissu d'obscénité, de trahison et de manipulation. La nausée lui serra la gorge, mais elle ne détourna pas le regard. Elle éteignit l'ordinateur, le dos droit, la mâchoire serrée, ses poings crispés. Son regard balaya le dossier de documents posé sur la table. Il y avait des relevés bancaires détaillés, des correspondances d'avocats, des rapports confidentiels. Des preuves. Des preuves irréfutables qui corroboraient les vidéos, des éléments tangibles de cette toile de mensonges. Au milieu des feuilles, glissée discrètement, se trouvait une petite carte de visite. Le papier était de qualité supérieure, épais, élégant au toucher, avec un relief subtil. Aurélie la prit, ses doigts parcourant les lettres imprimées avec soin. Un nom. Madame Éléonore Lemaire. Un nouveau choc, un tremblement de terre inattendu, secoua Aurélie jusqu'au plus profond de son être. Le nom de la mère d'Antoine. La matriarche. L'architecte silencieuse de l'Empire Lemaire. C'était elle. C'était Madame Éléonore Lemaire qui avait envoyé ces preuves. Le monde d'Aurélie bascula une fois de plus, les fondations mêmes de sa perception des choses s'écroulant dans un fracas silencieux. Pourquoi? Quel était son motif? Une vengeance froide contre son propre fils. Un remords tardif. Une stratégie complexe dont elle ne voyait encore que la pointe visible de l'iceberg. La surprise se mua en une forme de fascination froide, presque respectueuse. Madame Lemaire, l'allié inattendu, la force obscure qui tirait les ficelles en coulisses. Le silence de la pièce s'étira, lourd de cette révélation, laissant Aurélie suspendue entre l'incrédulité et une étrange illumination. Il était impossible de faire marche arrière maintenant. Impossible de prétendre que rien ne s'était passé. Impossible de fermer les yeux sur la vérité, crue et brutale, qui lui sautait au visage avec une violence inouïe. Elle ne pouvait plus se cacher, plus fuir, plus subir. Une force nouvelle l'envahit, une détermination inébranlable, froide et acérée comme une lame. Le temps des lamentations était terminé. Le temps d'agir était venu. Elle sortit son téléphone portable, ses doigts tapèrent un numéro qu'elle connaissait par cœur, un ancien contact, une figure de confiance et d'autorité. Professeur Marc Delarue.
Il fallait agir. Il fallait que justice soit faite. Sa voix, quand elle parla, était ferme, sans hésitation, d'une clarté absolue. Le moment de la confrontation finale était arrivé, et elle était prête. Le soleil matinal peinait à percer la grisaille parisienne ce jour-là, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête qui allait éclater. Aurélie se tenait devant l'imposant monolithe de verre et d'acier qu'était le siège de Lemaire Biotechnologie, une forteresse moderne qui symbolisait la puissance inébranlable de l'empire d'Antoine. Ce n'était plus le même bâtiment qu'elle avait connu jadis, où elle s'était sentie si souvent vulnérable et effacée. Aujourd'hui, elle y revenait non pas comme une suppliciée, mais comme une guerrière, armée d'une vérité brûlante et inéluctable. Dans son sac à main, chaque document, chaque clé USB, pesait une tonne, mais ce poids n'était pas celui de l'accablement, plutôt celui d'une détermination d'acier. Elle avait choisi sa tenue avec une précision chirurgicale. Un tailleur sobre, d'un bleu profond, qui épousait sa silhouette avec élégance et force. Pas de fioritures, pas d'ornements superflus. Ses cheveux, attachés en un chignon strict, dégageaient son visage dont les traits, habituellement doux, étaient aujourd'hui ciselés par une résolution froide. Elle projetait une image de dignité inébranlable, de calme olympien. Il n'y aurait aucune place pour l'hésitation ou la faiblesse aujourd'hui. L'heure des comptes avait sonné. Elle franchit les portes coulissantes automatiques, qui s'ouvrirent sur un hall gigantesque, aux murs de marbre poli qui reflétaient la lumière artificielle des spots encastrés. Des plantes exotiques luxuriantes ponctuaient l'espace, tentant d'adoucir la froideur minérale du lieu. Un silence feutré régnait, brisé seulement par le cliquetis des claviers lointains et le murmure étouffé de quelques conversations. Mais dès qu'elle fit quelques pas, le silence se rompit. Plusieurs regards se tournèrent vers elle. Des employés, des visages familiers qu'elle avait croisés au fil des années, la dévisageaient avec un mélange d'étonnement, de curiosité et une pointe de malaise. Des chuchotements indistincts commencèrent à se propager. Aurélie ignora la vague d'attention qu'elle suscitait, le menton levé, marchant d'un pas assuré vers le grand comptoir de la réception, son regard droit et inébranlable. Son cœur battait la chamade, un tambour sourd résonnant dans sa poitrine, mais elle gardait un calme parfait en surface. Aucune fissure dans son armure. « Je suis là pour voir Madame Blandine Roussel », annonça-t-elle d'une voix claire et assurée à l'hôtesse, dont le visage affichait une surprise non dissimulée. « Aurélie Dubois. Elle m'attend. » L'attente fut brève, quoique chaque seconde lui parut une éternité. Quelques minutes plus tard, une assistante, le visage impassible, la conduisit à l'étage, vers le bureau de Blandine Roussel. La pièce était à l'image de sa propriétaire, spacieuse, design, mais froide et impersonnelle, dépourvue de toute chaleur humaine. Blandine était assise derrière un bureau immense, d'un verre fumé, son visage fin affichant déjà une expression d'irritation et de mépris à la vue d'Aurélie. Elle ne s'était pas levée, restant campée dans sa position de pouvoir. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Blandine, sa voix glaciale, ses yeux bleus perçants fixant Aurélie avec une intensité agressive. « Je n'ai absolument rien à vous dire. » Elle fit un geste dédaigneux de la main, comme pour la renvoyer. « Votre présence ici est indésirable. » Aurélie ne répondit pas tout de suite. Elle s'avança lentement, délibérément, jusqu'à se tenir juste devant le bureau de Blandine. Elle déposa son sac à main sur la surface froide, puis, avec une précision théâtrale, en sortit la clé USB et le dossier épais de documents. Elle les étala un par un sur le verre poli, devant les yeux de Blandine. Le sourire narquois et suffisant de cette dernière vacilla légèrement. Ses yeux, d'abord curieux, s'écarquillèrent de manière imperceptible alors qu'elle reconnaissait, non sans une pointe d'effroi, les documents et la petite clé électronique. Une peur primaire commença à poindre sur son visage habituellement si maîtrisé. « Ce sont des faux grossiers », siffla Blandine, essayant de retrouver son assurance, sa voix trahissant une légère défaillance. « Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. C'est ridicule. » Elle tenta de les repousser du revers de la main, comme s'ils brûlaient. « Ah bon ?» Aurélie afficha un sourire triste et ironique, qui ne toucha pas ses yeux. « Alors peut-être que ces vidéos vous rafraîchiront la mémoire.
celle où Antoine avoue son infertilité devant son médecin, exigeant la destruction de ses dossiers médicaux. Et celle, encore plus instructive, où vous élaborez méticuleusement, avec une précision machiavélique, un plan pour détruire ma réputation, pour me jeter en pâture aux médias. Le visage de Blandine blanchit brusquement, son assurance s'effritant en un instant. Elle jeta un regard paniqué vers la porte du bureau, comme si elle espérait s'échapper ou qu'une aide inattendue viendrait la sauver de ce piège. C'est à ce moment précis, comme une intervention du destin, que la porte s'ouvrit, non sans un grincement léger. Antoine Lemaire apparut, pâle, visiblement affaibli, l'air encore convalescent d'une récente maladie. Sa démarche était incertaine, son visage tiré par la fatigue. Son regard, d'abord confus, passa d'Aurélie à Blandine, puis aux documents étalés sur le bureau. Un éclair de compréhension, mêlé d'une terreur grandissante, traversa ses yeux. « Aurélie » murmura-t-il, sa voix faible et rauque, à peine audible. « Que se passe-t-il ici ?» Son visage affichait une incompréhension totale, comme s'il venait de tomber d'un autre monde. Aurélie se tourna vers lui, ses yeux brûlant d'une flamme froide et intense. Toute la douleur, toute la colère, toute la trahison accumulée pendant des années se lisait dans son regard, sans un mot. C'était le regard d'une femme qui avait compris, qui avait vu l'ampleur de la supercherie et qui n'avait plus rien à perdre. Ce qui se passe, Antoine, c'est que ton empire est bâti sur le mensonge. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot résonnait dans le silence tendu du bureau avec une puissance inouïe, comme un jugement définitif. Un mensonge après l'autre. Et j'ai les preuves irréfutables de tes dissimulations, de ton infertilité que tu m'as cachée, de ta manipulation, et du complot sordide que Blandine a orchestré pour me salir et me détruire. Elle prit une profonde inspiration, le poids de ses mots emplissant la pièce. Je vais déposer une plainte. Une plainte formelle, avec toutes ses preuves, dit-elle, désignant les documents du doigt, d'un geste accusateur. Contre toi. Contre Blandine Roussel. Pour fraude caractérisée. Pour diffamation aggravée. Pour mise en danger de la vie d'autrui, car vos actions ont eu un impact dévastateur sur ma vie et celle de mes enfants. Ces yeux ne vacillaient pas, ces preuves que tu vois ici ne sont que la partie visible de l'iceberg, Antoine. Il y en a d'autres, bien d'autres, et je ne reculerai devant rien pour que la vérité éclate et que justice soit faite. Antoine tituba, s'appuyant lourdement contre l'encadrement de la porte, son visage devenant encore plus pâle. Le choc de la révélation, la fatigue de sa convalescence, et l'ampleur des preuves étalées devant lui, tout cela semblait le submerger, le faire vaciller. Il regardait Aurélie, non plus comme la femme soumise et naïve qu'il pensait pouvoir manipuler à sa guise, mais comme un adversaire redoutable, une force contre laquelle il était impuissant. Son arrogance habituelle, sa posture de domination, avait disparu, remplacée par une anxiété palpable, une terreur grandissante. Sa carrière, sa réputation intouchable, son empire financier. Tout ce qu'il avait construit avec tant de calcul et de dissimulation était en jeu, menacé d'effondrement par ses propres mensonges. Le pouvoir absolu qu'il pensait détenir s'écroulait, miette par miette, sous le poids écrasant de la vérité. Non, chuchota Théil, mais sa voix manquait cruellement de conviction, n'étant plus qu'un souffle brisé. C'est impossible. C'est une erreur. Rien n'est impossible, Antoine, quand la vérité éclate au grand jour, répondit Aurélie, son regard froid et inébranlable le transperçant. L'heure des comptes a sonné. Et tu devras y faire face. Le silence s'installa à nouveau, lourd de menaces non dites, empli de la résonance des mots d'Aurélie. Elle ramassa ses affaires, replaçant avec soin la clé USB et le dossier dans son sac. Son cœur était empli d'une tristesse profonde pour tout ce qui avait été brisé, pour les années perdues dans le mensonge, mais aussi d'une détermination nouvelle, plus forte que jamais. Elle avait planté la graine de la destruction. Et elle savait que la récolte serait amère pour Antoine et Blandine. Elle quitta le bureau, sans un regard en arrière, laissant derrière elle deux figures figées par l'effroi, le regard perdu dans l'abîme de leurs propres erreurs, un empire sur le point de s'écrouler. En sortant des portes massives de Lemaire Biotechnologie,
le cœur d'Aurélie battait encore la chamade, une symphonie chaotique de soulagement, de colère et d'une étrange forme de puissance. L'adrénaline qui l'avait portée pendant la confrontation avec Blandine et Antoine retombait maintenant, la laissant vider, les jambes un peu chancelantes. Les portes de verre se refermèrent derrière elle avec un soupir mécanique, scellant ce chapitre brutal. Elle se retrouva sur le parvis, le vent frais de l'automne caressant son visage, tentant d'emporter avec lui les dernières traces de l'onde de choc émotionnel. Le soleil, timide mais persistant, perçait enfin la couche de nuages, projetant une lumière douce et mélancolique sur les pavés. Une tristesse profonde l'envahissait, le poids des années de mensonges et de trahison pesant lourdement sur ses épaules, mais cette tristesse était étrangement mêlée à un sentiment de liberté naissante. Le chemin serait encore long, semé d'embûches, elle le savait, mais elle avait fait le premier pas, un pas décisif et irréversible. Elle s'apprêtait à prendre un taxi, le regard perdu dans le balai incessant des voitures parisiennes, lorsque son regard fut attiré par une silhouette familière. Un homme, élégamment vêtu d'un manteau de laine sombre, se tenait un peu à l'écart, appuyé contre un lampadaire, les mains enfoncées dans les poches, son visage tourné vers elle. Il la regardait avec une expression de surprise, de reconnaissance, et une pointe d'inquiétude. Aurélie. Son nom, prononcé avec cette familiarité, cette douceur, la fit sursauter. Elle le reconnut immédiatement. C'était Guillaume Mercier. Un ami d'université, de la faculté de médecine. Un esprit brillant, toujours empreint d'une bienveillance naturelle et d'une intégrité sans faille. Ils avaient partagé tant de nuits blanches à étudier, à rêver d'un avenir où ils aideraient les autres. Son apparition, si inattendue, était comme un baume sur sa blessure. Guillaume, s'exclama T.L., un sourire se dessinant malgré la gravité de la situation, une étincelle de chaleur retrouvée dans ses yeux. Quelle surprise! Que fais-tu ici, à Paris? Guillaume s'approcha d'elle, son regard doux mais empli d'une profonde sollicitude. Je travaille dans le quartier depuis quelques années, dans un laboratoire de recherche. Et, je te suis de loin depuis un moment, Aurélie. J'ai appris pour Antoine, les rumeurs qui circulaient, les articles de presse. Et la façon dont tu as été traité, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, il hésita un instant, puis ajouta d'une voix plus basse, presque confidentielle. J'ai toujours eu des doutes sur Antoine, même à l'université. Il y avait quelque chose de sombre en lui, une ambition démesurée, une soif de pouvoir sans limite qui me mettait mal à l'aise. Son offre d'aide, si spontanée et sincère, fut comme une bouffée d'oxygène pour Aurélie. Elle sentait qu'elle n'était plus seule dans ce combat écrasant. Guillaume, avec sa rigueur scientifique, son intelligence acérée et son intégrité morale inébranlable, était l'allié dont elle avait désespérément besoin. Elle se retrouva, sans même y penser, à lui raconter tout ce qui s'était passé. Elle lui décrivit la découverte des vidéos, la machination de Blandine, l'infertilité d'Antoine, et la confrontation glaciale qui venait de se dérouler. Il l'écouta attentivement, le visage grave, ses yeux reflétant un mélange de choc et de colère contenue. Il hochait la tête de temps en temps, son expression passant de la surprise à une concentration intense. « Je peux t'aider, Aurélie, dit Guillaume, une fois qu'elle eut terminé son récit, sa voix emplie d'une détermination tranquille. J'ai des contacts précieux, des amis dans le milieu médical, mais aussi dans la cybersécurité et l'investigation privée. On peut creuser cette affaire, trouver d'autres preuves, d'autres vérités cachées. Surtout concernant ces vidéos et les manipulations autour de l'infertilité. Il y a des protocoles, des traces que même Antoine Lemaire ne peut pas effacer entièrement. Leur collaboration commença dès le lendemain. Guillaume se montra d'une efficacité redoutable, un véritable traqueur de vérité. Il utilisa ses compétences en tant que chercheur pour déchiffrer les subtilités du monde médical, ses contacts pour ouvrir des portes qui auraient été inaccessibles à Aurélie. Il traça la source des vidéos, confirmant leur authenticité et leur provenance, identifiant le système de surveillance caché utilisé. Il découvrit des liens inattendus, des transactions financières douteuses impliquant des cliniques à l'étranger, des pressions exercées sur des médecins pour manipuler des dossiers.
Chaque jour apportait son lot de révélations, toutes plus choquantes les unes que les autres. Le réseau de mensonges d'Antoine était bien plus vaste, bien plus profond et plus tentaculaire que ce qu'Aurélie avait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Il s'agissait d'un véritable château de cartes bâti sur le sable mouvant de la tromperie. Un soir, alors qu'Aurélie était chez elle, essayant de trouver un semblant de calme après une journée épuisante, le téléphone sonna. C'était Guillaume. Sa voix était tendue, presque tremblante, comme s'il avait du mal à articuler les mots. « Aurélie, j'ai trouvé quelque chose », commença-t-il, un souffle court résonnant dans le combiné. « C'est incroyable. Il faut que tu viennes. Tout de suite. » L'estomac d'Aurélie se noua d'appréhension. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que Guillaume n'aurait jamais cette voix s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'extrêmement grave, de bouleversant. Elle sauta dans un taxi et se rendit chez lui, son esprit en ébullition, tentant d'imaginer ce nouveau secret qu'ils étaient sur le point de découvrir. Elle était assise devant son ordinateur, dans son petit appartement ordonné, le visage pâle, ses yeux fixant l'écran avec une intensité presque douloureuse. Le bureau était encombré de documents, de notes, de schémas complexes. Il fit signe à Aurélie de s'asseoir. Il lui montra des documents numérisés, des dossiers confidentiels d'une clinique de fertilité, des registres de donneurs anonymes. Des pages et des pages de codes, de dates, d'informations cryptiques qui, petit à petit, commençaient à prendre sens. J'ai fait des recherches approfondies sur les procédures de fécondation in vitro, expliqua Guillaume, sa voix à peine audible, chargée d'une émotion qu'Aurélie ne lui connaissait pas. Il existe des protocoles très stricts, des numéros de lot pour le sperme des donneurs, des codes qui permettent une traçabilité quasi parfaite. J'ai réussi à remonter la piste jusqu'à la clinique où tu as fait tes FIV, Aurélie. Et j'ai trouvé. J'ai tout trouvé. Il fit une pause qui sembla durer une éternité, le regard perdu dans celui d'Aurélie, empli d'une émotion indescriptible. Ses yeux bleus, d'habitude si clairs et rationnels, étaient aujourd'hui embués, brillant d'une lumière étrange. Il désigna une ligne sur un document, un numéro de lot, un nom. Le sien. Les 3 enfants. Il prit une profonde inspiration, comme pour trouver le courage de prononcer les mots suivants. Léo, Noé et Chloé. Le donneur de sperme anonyme utilisé pour tes fécondations in vitro, c'était moi. Aurélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde entier bascula, une nouvelle fois, dans un silence assourdissant. L'air manqua dans ses poumons, comme si une force invisible la serrait à la gorge. C'était impossible. Une blague. Une erreur monumentale. Ses mains se portèrent à sa bouche, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur et d'incrédulité. Non. Non, ce n'était pas possible. Mais les documents étaient là, implacables, les codes, les dates, les correspondances. Guillaume était le donneur. Le père biologique de ses enfants. Le père de Léo, Noé, Chloé. Une vague déferlante de sensations la submergea. Le choc était si violent qu'il en était physique, une douleur lancinante dans la poitrine, une nausée persistante. Elle se sentait manipulée, non seulement par Antoine, mais par le destin lui-même, par une ironie cruelle qui dépassait l'entendement. Guillaume aussi était une victime, d'une certaine manière. Il avait fait un don de sperme dans l'anonymat le plus total, animé par le désir d'aider des couples en difficulté, sans jamais imaginer que ce geste altruiste le lierait à jamais à elle, à leurs enfants. Le karma, ou quelque force supérieure, avait tissé leur destin d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Aurélie, des larmes de confusion, de rage impuissante, mais aussi, étrangement, d'une sorte de tendresse inattendue, presque mystique. Guillaume, son ami de longue date, son allié le plus précieux dans cette épreuve, était aussi le père de ses enfants. C'était une révélation monumentale, qui changeait tout, qui redéfinissait sa famille, son passé, son avenir. Elle regarda Guillaume, ses yeux rouges, son visage également ravagé par l'émotion, et vit dans les siens le même mélange de stupeur, de désarroi et d'une nouvelle forme d'amour paternel. Ils étaient liés par un secret, une vérité, qui les transcendait,
les unissait au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. « Mes enfants » murmura Aurélie, la voix brisée par les sanglots, les mots se perdant dans un souffle. « Nos enfants. » Guillaume, le visage tremblant d'émotion, s'approcha d'elle avec une infinie délicatesse. Il la prit dans ses bras, un geste protecteur, consolateur. Le monde venait de leur offrir une vérité brutale, dérangeante, mais aussi une chance inattendue de reconstruire un avenir, sur des bases solides et sincères. Non pas celle du mensonge et de la manipulation, mais celle d'une vérité complexe, d'un destin partagé, et d'une famille redéfinie. Leur destin était désormais entrelacé, d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, mais qui, étrangement, semblait juste. La révélation déchirante concernant Guillaume, le père biologique inattendu de Léo, Noé et Chloé, avait été un véritable tremblement de terre dans la vie d'Aurélie. Cette vérité, aussi choquante fût-elle, avait paradoxalement commencé à poser les fondations d'une nouvelle réalité, complexe mais empreinte d'une sincérité brute. Cependant, le destin ne laissa à Aurélie que peu de temps pour assimiler cette nouvelle donne, pour réorganiser son monde intérieur. Le passé, sous la forme d'Antoine et Blandine, n'avait pas dit son dernier mot. Les conséquences de sa confrontation au siège de Lemaire Biotechnologie ne tardèrent pas à se faire sentir, et elles furent dévastatrices. Peu après l'éclat de vérité dans le bureau d'Antoine, les médias furent inondés par une nouvelle affaire concernant Lemaire Biotechnologie. Blandine Roussel, dans un acte de vengeance ultime et de désespoir sans fond, lança une contre-attaque juridique d'une audace inouïe. Elle remettait ouvertement en question la filiation des enfants d'Aurélie, clamant haut et fort qu'Antoine n'était absolument pas le père biologique, et insinuant, avec une perfidie calculée, que des manipulations avaient eu lieu de la part d'Aurélie pour s'assurer un héritage. C'était une tentative désespérée de la discréditer publiquement, de la rabaisser une fois de plus, mais le timing était funeste, d'une cruauté presque prophétique. Le pire arriva un après-midi gris de fin d'automne. Le ciel parisien était bas, lourd, et une pluie fine commençait à tomber, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Aurélie était au parc avec les enfants, les observant jouer sur les balançoires, leur rire cristallin essayant en vain de dissiper le brouillard persistant dans son esprit, encore embrouillé par les événements des derniers jours. Elle était assise sur un banc, perdue dans ses pensées, un instant d'inattention, un laps de temps imperceptible. Quelques secondes seulement. Et puis, le silence. Le vide. Ses yeux balayèrent l'air de jeu. Plus rien. Léo, Noé et Chloé avaient disparu. La panique la saisit, une peur viscérale, froide et glaçante qui lui transperça le cœur. Elle sentit le sang se figer dans ses veines, son corps entier parcouru de frissons incontrôlables. Elle hurla leur nom, d'une voix rauque, désespérée, courant dans tous les sens, le cœur battant à en éclater dans sa poitrine. Ses enfants. Ses précieux enfants. Où étaient-ils? Le monde autour d'elle semblait s'être figé, le temps s'étirant dans une angoisse insoutenable. Son téléphone vibra violemment dans sa poche. Un message anonyme. Elle l'ouvrit, ses doigts tremblants peinant à déverrouiller l'écran. Les mots qui s'affichèrent confirmèrent ses pires craintes, la plongeant dans un abîme de terreur. Vos enfants sont avec moi. Thierry Marchand. Vous avez détruit ma vie. Maintenant, je vais détruire la vôtre. Thierry Marchand. L'ancien chef de la sécurité d'Antoine, un homme que Madame Éléonore Lemaire avait impitoyablement renvoyé après avoir découvert ses magouilles. Un homme amer, ivre de vengeance, visiblement prêt à tout pour faire payer ceux qu'il considérait comme responsables de sa chute. La terreur se mua alors en une détermination farouche, glaciale, brûlante. Personne ne toucherait à ses enfants. Elle se précipita chez Guillaume, son visage décomposé par la peur et la rage. Il l'écouta, le visage pâle, ses yeux s'assombrissant à mesure qu'elle racontait l'enlèvement et le message de Marchand. Sans un mot de plus, sans une seconde d'hésitation, il se mit à agir. Leur objectif était clair, brutal, inébranlable, retrouver les enfants, coûte que coûte. Tous les autres problèmes, toutes les querelles passées, s'effacèrent devant l'urgence absolue. C'est à ce moment précis, dans ce chaos de peur et d'incertitude, que l'aide la plus inattendue arriva.
Madame Éléonore Lemaire. Elle appela Aurélie, son numéro s'affichant sur l'écran. La voix d'Éléonore était calme, posée, dénuée de toute émotion apparente, presque robotique. « J'ai des informations sur Marchand, » dit Éléonore, sans fioriture. « Je sais où il les a emmenés. Il faut agir vite. Je vous aiderai. » Aurélie hésita, une méfiance naturelle la rongeant encore vis-à-vis de cette femme complexe et énigmatique. Éléonore Lemaire, l'alliée inattendue de la veille, était aussi la mère d'Antoine, celle qui avait indirectement participé, par son silence ou son absence d'intervention, à une partie de ses souffrances. Mais l'urgence de la situation, la vie de ses enfants en jeu, l'emporta sur toute autre considération. C'était pour ses enfants. Elle accepta, les mots s'étranglant dans sa gorge. Un pacte silencieux, improbable, fut scellé entre la femme brisée par le chagrin et la matriarche impitoyable, unissant leurs forces contre un ennemi commun. Éléonore, Guillaume et Aurélie formèrent alors une alliance improbable, une triade d'individus que rien ne semblait devoir réunir, mais que le destin avait unis dans cette quête désespérée. Éléonore, grâce à ses réseaux tentaculaires dans les arcanes du pouvoir et des affaires, fournit des renseignements précis et actualisés sur la planque de Marchand. Une vieille usine désaffectée en banlieue, un lieu froid et isolé, parfait pour la discrétion. Guillaume, avec son sang-froid, son esprit logique et sa capacité d'analyse, élabora un plan d'action minutieux, prenant en compte tous les risques, toutes les variables. Il était leur cerveau opérationnel. Et Aurélie, animée par un instinct maternel féroce, une lionne blessée mais prête à tout, était leur cœur, leur force motrice, prête à affronter n'importe quel danger, n'importe quel démon pour récupérer ses petits. L'opération de sauvetage fut tendue, silencieuse, chaque geste calculé, chaque respiration retenue. Ils s'approchèrent de l'usine désaffectée sous le voile de la nuit, les bruits de leurs pas résonnant faiblement sur le sol rocailleux, amplifiés par le silence oppressant des lieux. Le vent soufflait en rafales, faisant grincer les tôles rouillées de la bâtisse abandonnée. Ils entrèrent, les ténèbres avalant leurs silhouettes, seuls les phares de leur voiture lointaine perçant l'obscurité. Thierry Marchand était là, au centre d'une vaste salle vide, les enfants serrés contre lui, effrayés mais en sécurité, du moins pour l'instant. Son visage était marqué par la haine, le désespoir, les stigmates d'une vie brisée. Son regard était injecté de sang, un mélange de folie et de souffrance. « Relâchez mes enfants », dit Aurélie, sa voix tremblante mais ferme, une autorité nouvelle s'en dégageant. Chaque mot était un effort surhumain, mais elle ne fléchirait pas, ce n'est pas contre eux que vous devez vous venger. Ils n'ont rien fait. Marchand riait amèrement, un son rauque et désagréable qui résonnait dans la grande salle. Vous avez tout perdu. Votre vie. Votre honneur. Vous avez tout détruit sur votre passage, avec Antoine. Maintenant, c'est votre tour de souffrir. Je n'ai rien perdu. Aurélie le regarda droit dans les yeux, son regard brûlant d'une flamme indomptable. Et mes enfants ne sont pas une monnaie d'échange pour votre vengeance. Ils sont innocents. Son ton était tranchant, inébranlable. La confrontation fut intense. Sans violence physique directe, mais chargée d'une tension électrique palpable, chaque mot une lame, chaque regard un défi. Guillaume, avec une habileté insoupçonnée pour un homme de science, parvint à distraire Marchand, attirant son attention par des paroles calmes mais fermes. Pendant ce temps, Éléonore, avec une froideur calculée, presque machinale, s'approcha des enfants par derrière, coupant les liens qui les retenaient, les tirant doucement vers elle. En quelques instants, les petits furent arrachés à l'emprise de leur ravisseur, stupéfaits mais sains et saufs. Thierry Marchand, dépassé, tenta de réagir, mais il fut rapidement maîtrisé par les renforts discrets dépêchés par Éléonore, qui surgirent de l'ombre. Aurélie les serra dans ses bras, les larmes coulant sans retenue sur ses joues, des larmes de soulagement, de gratitude, d'un amour infini. Léo, Noé, Chloé. Leurs petites mains s'accrochaient à elle, cherchant un réconfort qu'elle leur donna sans compter. Le soulagement était si puissant qu'elle en eut le vertige, comme si un poids colossal venait d'être retiré de sa poitrine. Elle n'avait jamais connu une telle peur, ni un tel amour protecteur,
cette force viscérale qui pousse une mère à tout sacrifier pour ses enfants. Dans les jours qui suivirent cette nuit traumatisante, un accord définitif et irrévocable fut scellé entre Aurélie et Madame Éléonore Lemaire. Un accord qui redessinait entièrement l'avenir, non seulement pour Aurélie et ses enfants, mais aussi pour l'Empire Lemaire. Antoine Lemaire, acculé par les preuves de son infertilité et de sa manipulation, et par la menace d'une divulgation publique qui aurait détruit sa carrière, renoncerait à tous ses droits parentaux, reconnaissant publiquement son incapacité à être un père biologique. Blandine Roussel, quant à elle, ferait face à une enquête approfondie pour fraude et diffamation, les preuves accumulées par Guillaume et Aurélie étant accablantes. Son étoile était tombée. Et la réputation d'Aurélie, salie par des années de mensonges et d'insinuations, serait entièrement restaurée, son nom blanchi de toutes les calomnies. Éléonore s'en chargerait personnellement, avec l'efficacité et la froideur qui la caractérisaient. Mais Antoine a eu sa chance, dit Éléonore à Aurélie, son regard dur comme l'acier. Il a choisi la voie du mensonge, de la tromperie. Il en paiera le prix fort. Il n'y aura plus de place pour la faiblesse ni la lâcheté dans cette famille. Aurélie sentit une paix relative s'installer en elle, une sérénité inattendue. Elle avait traversé l'enfer, mais elle avait sauvé ses enfants. Elle avait trouvé des alliés inattendus dans cette tempête. Et elle avait prouvé, à elle-même et au monde, qu'une mère est capable de tout pour protéger les siens, que l'amour maternel est une force inébranlable qui peut déplacer des montagnes. La leçon la plus dure était apprise, l'illusion de pouvoir contrôler entièrement chaque aspect de sa vie et de sa famille s'était brisée. Mais de ces cendres, naissait une force nouvelle, une résilience inaltérable. La poussière des batailles retomba lentement, très lentement, comme une fine pluie de sable qui se déposait sur les vestiges d'un passé tourmenté. Elle ne fut pas balayée d'un coup, mais s'effaça progressivement, révélant un paysage nouveau, inattendu, mais surtout, empli d'une promesse de sérénité. Aurélie avait dit adieu à Paris, à son passé tumultueux, aux fantômes d'une vie construite sur des mensonges et des illusions brisées. Elle avait fait le choix, délibéré et courageux, de reconstruire ailleurs, loin du tumulte, loin des souvenirs douloureux. Son chemin l'avait menée à Annecy, cette ville magnifique, sertie comme un joyau entre le miroir d'eau cristalline de son lac et les majestueuses montagnes alpines. Ici, l'air était pur, vivifiant, et les paysages invitaient à la contemplation, à la paix intérieure, un havre de tranquillité après la tempête. C'est là, dans une maison chaleureuse aux volets bleus, dont le jardin fleuri ouvrait sur une vue imprenable sur le lac, que commença son nouveau chapitre. Une vie simple, authentique, loin des fastes et des faux-semblants d'un monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle y vivait avec Guillaume, le père inattendu de ses enfants, dont la présence apaisante et la tendresse discrète étaient devenus les piliers de son quotidien. Et bien sûr, avec Léo, Noé, Chloé, les 3 étoiles de sa vie, qui remplissaient la maison de leur rire et de leur énergie débordante. La vie quotidienne s'écoulait, rythmée par les petits bonheurs simples, les balades au bord du lac, main dans la main, les rires qui fusaient lors des jeux dans le jardin, les soirées paisibles passées à lire un livre au coin du feu ou à converser à voix basse, partageant les petits événements de la journée. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus de stratégies cachées, plus de non-dits pesants. Seulement la simplicité, la vérité des sentiments, et la richesse des moments partagés. Guillaume était un roc, un homme patient, intelligent, dont la présence apaisante était devenue indispensable, non seulement pour Aurélie, mais aussi pour les enfants. Il était devenu un père aimant, un partenaire respectueux et un ami fidèle, offrant une base solide et inébranlable à cette famille recomposée par le destin. Les nouvelles de l'extérieur, celles du monde qu'elle avait fui, arrivaient de temps à autre, filtrées, tamisées, mais elles confirmaient la chute irrévocable de l'Empire Lemaire. La réputation d'Aurélie avait été entièrement restaurée, blanchie de toutes les calomnies. Les médias, après la divulgation des preuves accablantes et les aveux forcés d'Antoine, avaient fait amende honorable, reconnaissant publiquement leur erreur et la véracité de ces allégations. Antoine Lemaire, acculé, son image ternie à jamais, avait été contraint de démissionner de son poste de PDG, laissant derrière lui un héritage de tromperie et de déclin. Blandine Roussel, quant à elle, faisait face à de graves accusations, son rôle dans la diffamation et la fraude étant indéniable,
les rouages de la justice tournant lentement mais sûrement contre elle. Son étoile avait sombré dans l'obscurité. Aurélie pensait parfois à cette descente aux enfers, mais sans éprouver le moindre sentiment de vengeance. La justice avait suivi son cours, et cela lui suffisait. Aurélie repensait souvent à tout ce qu'elle avait traversé. Aux souffrances indicibles, aux trahisons profondes, aux peurs paralysantes qui l'avaient hantée. Mais, étrangement, elle ne ressentait ni amertume, ni désir de vengeance. Le poids de la haine ne l'habitait plus. Elle avait gagné. Non pas en humiliant ses adversaires, non pas en les rabaissant à son tour, mais en se relevant avec dignité, en protégeant ses enfants avec une force insoupçonnée, en reconstruisant sa vie sur des fondations solides, authentiques et honnêtes. Elle avait trouvé sa propre définition de la victoire, une victoire silencieuse, intérieure, mais profondément significative. Antoine avait possédé des centaines de millions d'euros, un pouvoir immense, une influence qui semblait illimitée. Son empire, le Mer Biotechnologie, était une forteresse financière. Mais sa véritable défaite ne venait absolument pas d'un manque de ressources matérielles, d'une faiblesse économique. Sa chute fut le résultat direct de son arrogance démesurée, de son incapacité à juger les êtres humains autrement que sur leur apparence, leur statut social, leur fortune. Il avait superbement et cruellement méprisé la femme qu'il avait épousée, la réduisant à une simple extension de son image, un ornement à sa gloire. Il avait échoué parce qu'il avait construit sa vie, son identité, sur une illusion de supériorité, sur la superficialité des apparences, en oubliant l'essence même de l'humanité et des relations humaines. La cause profonde de la trahison d'Antoine ne résidait pas non plus dans une quelconque faiblesse d'Aurélie, comme il avait tenté de le lui faire croire. Non. La racine de sa perfidie se trouvait dans ses propres insécurités profondes, dans son ego fragile, son besoin pathologique de se sentir constamment nécessaire, indispensable, tout-puissant. Il s'était effondré, psychologiquement, moralement, lorsqu'il avait été confronté à une femme qui, bien que calme et discrète, était fondamentalement autonome, forte, et qui n'avait pas besoin de lui pour briller, pour exister pleinement. Son besoin obsessionnel de contrôle, sa peur viscérale de l'indépendance de l'autre, était devenu sa propre prison, sa propre destruction. Il ne pouvait tolérer qu'une femme qu'il croyait avoir soumise puisse se dresser contre lui avec autant de force tranquille. La véritable victoire d'Aurélie, celle qui lui apportait une paix durable, ne fut pas de rabaisser Antoine ou de le faire souffrir en retour, de le humilier publiquement. Sa victoire fut de maintenir sa dignité, intacte, même dans l'adversité la plus sombre. Sa victoire fut de partir sans explication superflue, sans un mot de reproche, sans s'abaisser à la haine qui aurait pu l'empoisonner. Elle avait choisi de vivre selon ses propres valeurs, de cultiver la paix intérieure plutôt que de se laisser consumer par la guerre et la rancœur. Elle avait trouvé la liberté, non pas dans l'oubli forcé de son passé, mais dans l'acceptation sereine de son histoire et dans la construction d'un présent authentique, bâti sur l'amour, la vérité et le respect de soi. Elle regardait ses enfants jouer dans le jardin, les rires emplissant l'air, le soleil couchant teintant le lac d'or et de rose, un tableau vivant de bonheur simple. La vie était un cadeau précieux, à savourer chaque instant, chaque nuance. La véritable richesse, elle l'avait appris, ne se mesurait pas en argent, ni en pouvoir, ni en possession matérielle. Elle se mesurait en amour, en rire partagé, en moments de tendresse, en la simple et profonde beauté de l'existence, dans la capacité à se tenir debout, fidèle à soi-même, face à toutes les épreuves. Et la véritable force ne se trouve pas dans le combat, mais dans la paix que l'on construit soi-même. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui, selon vous, fait la richesse d'une vie? L'histoire d'Aurélie se termine ici. Que pensez-vous de sa décision de choisir la paix plutôt que la vengeance? Auriez-vous fait quelque chose de différent à sa place? Partagez vos pensées dans les commentaires, je lis toujours chacun de vos mots. Et si cette histoire vous a fait réfléchir ou ressentir quelque chose, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec une personne qui, vous le pensez, sera également touchée, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mystères. On se retrouve dans la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, le personnage principal, ce sera peut-être vous.